Alors, alors RSE, hein, j'ai entendu le RSE, la RSE. Donc, retenez déjà, c'est la RSE, parce que ça veut dire la responsabilité sociétale des entreprises. Et derrière le terme sociétal, retenez qu'il y a deux volets, social et environnemental. Donc, l'environnement, on va parler du respect, la façon dont une entreprise cherche à préserver l'environnement au sens écologique, mais va aussi travailler sur l'aspect social. Et donc, sur l'aspect social, c'est préserver, respecter les individus, notamment les salariés, mais pas que. Et dans le terme anglais de RSE, en fait, on emploie deux termes. On emploie CSR, Corporate Social Responsibility. Donc là, c'est vraiment la traduction de responsabilité sociétale des entreprises. Mais de plus en plus, on emploie aussi le terme ESG. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce terme ESG. Et derrière ESG, c'est Environmental, Social and Governance. Donc en fait, derrière la partie sociétale, il y a l'environnement, le social, mais il y a aussi la gouvernance d'entreprise dont on va parler également, mais je vais y aller petit à petit. Alors, pour se redonner quelques éléments de contexte, on vit ce qu'on appelle la grande accélération. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, la grande accélération. Hein, vous voyez sur la partie gauche, là, c'est l'évolution de la population mondiale. Et vous voyez que c'est en augmentation depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, hein, ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Il y a eu une explosion de l'accroissement de la population. Alors, il n'y a aucun jugement de valeur hein, derrière ce que je dis, hein, c'est un fait. Voilà, la population augmente. Elle ne va pas continuer à augmenter indéfiniment, enfin, en tout cas pas suivant cette pente-là. Hein. Il y a quelques projections que vous voyez. Hein. On parle un petit peu de vieillissement hein, des populations, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, dans les 30 dernières années, la planète a pris 1 milliard d'habitants tous les ans. En 2022, on a franchi le cap des 8 milliards d'habitants. 10 ans plus tôt, c'était 7 milliards d'habitants. Pendant cette période-là, on a aussi de plus en plus consommé des énergies, et notamment des énergies fossiles. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphique qui est là. Oh, pardon. Vous voyez ici hein, toutes les énergies fossiles en bas, hein, le bois ici, hein, le charbon, le pétrole, le gaz. Et vous voyez qu'il y a une augmentation des consommations de toutes ces ressources fossiles et que, quelque part, ce n'est pas de la substitution, hein, c'est plutôt de l'accumulation. Hein. Les nouvelles sources d'énergie viennent se cumuler aux anciennes. Hein, malheureusement, on entend beaucoup parler des énergies renouvelables, hein, qui sont les énergies qui sont ici, hein, l'hydraulique, le solaire, l'éolien, le nucléaire également, et on entend beaucoup parler, mais ça représente encore aujourd'hui une petite part des ressources énergétiques, et elle remplace pas, en tout cas pas pour le moment, hein, on espère, et voilà, on a l'objectif qu'elle remplace les énergies fossiles, mais on en est encore loin. Hein, vous voyez le schéma. Malheureusement, alors on voit le charbon commence un tout petit peu à baisser. Le pétrole semble atteindre un peu un palier, mais le gaz, on voit qu'il continue à augmenter. Donc si on regarde un petit peu par rapport à il y a 60 ans, la population mondiale elle a été multipliée par 2,7, hein, ce qui est quand même assez énorme. La production d'énergie elle a été multipliée par 4,2. Et puis ça, c'est un graphe sur la production d'acier qui a été multiplié par 5,5. Alors, je vais vous donner des exemples de NTN. Hein. Donc, les roulements, c'est 95% en acier. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ce graphe-là. Alors, on a l'habitude de parler de taux de croissance en pourcentage hein, dans les médias. Voilà, la croissance, elle est de 0,5%. Il y a 20 ans, 30 ans, on parlait de croissance de 3 à 5%. On ne se rend pas bien compte, hein, mais un taux de croissance de 3,5, somme toute, encore aujourd'hui, c'est des taux qui sont assez élevés par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, hein, mais c'était des taux tout à fait usuels il y a une dizaine d'années, voilà, quand on était à 3,5% de croissance, c'était un régime de croisière. Il faut savoir qu'en fait,
quand on est à 3,5 de croissance par an, ça veut dire que sur 100 ans, sur 100 ans, on va multiplier par 30. Voilà, c'est pas un facteur multiplié par 1,2 ou 1,3, on multiplie par 30. Et si on se projette sur 200 ans, hein, comme c'est exponentiel, on multiplie par 1000. Donc juste pour se dire que voilà, une croissance de 3,5% tous les ans, sur l'échelle d'une vie, à la limite, ça fonctionne, mais sur l'échelle de plusieurs générations, ça ne peut pas fonctionner. Alors, on a atteint ce qu'on devait atteindre, il s'est passé ce qui devait se passer. On a atteint ce qu'on appelle les limites planétaires. Hein. On était sur une période où on avait ce qu'on appelle un surplus écologique. C'est-à-dire qu'en fait, la planète avait la capacité de renouveler les ressources naturelles, avait les capacités d'assimiler les déchets. Alors, essentiellement de l'humanité, pas que, hein, mais bon, c'est quand même beaucoup l'humanité qui prélève des ressources naturelles et qui rejette. Alors, c'est des déchets, des polluants, etc. Et donc, la planète, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça va vous paraître loin parce que vous n'étiez pas né, hein, mais à l'échelle de la planète, il y a une fraction de seconde, quoi. Hein. En 1971, 70-71, la planète est passée d'un surplus écologique à un déficit écologique. C'est-à-dire qu'en fait, la planète n'arrive plus à absorber tous les déchets et n'arrive plus à renouveler les ressources naturelles. Et on parle du jour de dépassement, hein, c'est quelque chose qui vous parle, ça, le jour du dépassement. Donc tous les ans, on se pose la question de quel est le jour du dépassement. Donc vous voyez, en 1970, le jour du dépassement, c'était le 29 décembre. Hein, donc en fait, il fallait quasiment un an, moins 2 jours, pour qu'on atteigne ce jour du dépassement. C'est-à-dire qu'en fait, on avait atteint un équilibre, hein, c'était entre le surplus écologique et le déficit écologique, où l'humanité impactait la planète de telle façon que la planète arrivait dans le même rythme à renouveler les ressources, à assimiler les rejets. Et puis après, au bout d'un moment, comme on a continué à accélérer, la planète, elle ne pouvait plus, quoi. Elle est limitée en ressources et en capacité d'absorption des rejets. Et cette date-là, elle a avancé dans le temps petit à petit. Aujourd'hui, hein, en 2025, l'année dernière, la date de dépassement, c'est le 24 juillet, c'est-à-dire quasiment 6 mois de l'année, un peu plus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on impacte la planète 2 fois plus vite que la planète est capable de régénérer les ressources et d'assimiler les rejets. Alors, tout ça nous amène à ce qu'on appelle les limites planétaires. On en a 9, hein, donc c'est quelque chose qui a été théorisé, qui permettent, c'est des systèmes qui conditionnent la vie sur Terre. C'est-à-dire que si ces systèmes-là font faillite, on risque de ne plus avoir, en tout cas, la vie telle qu'elle est sur Terre. Il faut savoir que c'est des systèmes qui sont complètement interconnectés et qu'on peut avoir ce qu'on appelle des boucles de rétroactivité. Alors, on parle de positive dans le sens où c'est un phénomène d'emballement. C'est-à-dire que si on a ces rétroactivités, on va avoir un emballement. Je vais donner des exemples. Regardons d'abord quelles sont les limites qui sont dépassées et celles qui ne le sont pas. Donc, on parle beaucoup du changement climatique. Hein. Donc, effectivement, on a dépassé les limites planétaires en termes de changement climatique. On parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité. Hein, c'est pareil, ça fait partie des limites planétaires qu'on a dépassées. Je ne vais pas tous les faire. Il y a environ 2 mois, il a été démontré qu'on a dépassé les limites planétaires sur l'acidification des océans. Hein, donc les océans ont atteint un seuil d'acidification, alors qui est un peu une conséquence, hein, c'est interconnecté, au réchauffement climatique. On le verra sur le cours sur la décarbonation, l'atteinte de la neutralité carbone. C'est l'augmentation des gaz à effet de serre a pour effet de réchauffer l'atmosphère, mais a aussi pour effet d'acidifier les océans. Et on a dépassé cette limite au niveau de l'acidification des océans. On a les pollutions chimiques, hein, donc c'est tous les composants
qui sont des polluants, on parle de polluants éternels, hein, les PFAS par exemple, hein, voilà, qui ne peuvent pas être absorbés. On a aussi ce continent qui se forme dans le Pacifique qui est des déchets, hein, des plastiques qui s'accumulent, et donc la planète, voilà, cette île dans l'océan, elle augmente tout le temps, donc on a bien atteint une limite. On parle aussi des aérosols atmosphériques. Alors là, on ne sait pas bien si on a dépassé la limite ou pas. Alors les aérosols atmosphériques, c'est tout ce qui est particules fines. Hein, on en parle un peu moins maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur la dépollution des véhicules et des camions, mais dans la vallée de l'Arve, par exemple, on a beaucoup de particules fines, et si vous faites de la montagne en plein hiver et puis que vous regardez la vallée, des fois c'est tout brumeux là, et en fait c'est des particules fines, entre autres de l'ozone, qui stagnent qui impactent l'environnement et qui sont d'origine humaine. Et puis je termine juste pour donner un petit point positif, une petite note d'espoir dans toutes ces problématiques qu'on a face à nous, c'est la couche d'ozone. Hein. Donc, vous avez entendu parler du trou dans la couche d'ozone. Alors, moi, dans les années 80-90, on en parlait beaucoup, parce qu'elle était en train de s'agrandir. En fait, cette couche d'ozone, hein, pour le faire de façon très schématique, hein, c'était des composés chimiques, des CFC. Alors que les CFC sont des composés chimiques qui ont été inventés il y a plus d'une centaine d'années, qui étaient utilisés au début pour refroidir les frigos. Il y avait une autre technologie avant avec un autre produit, mais qui était un poison pour l'humanité, qui faisait que si on avait une fuite au niveau de son frigo, on pouvait mourir. Alors, ça, c'était au siècle dernier. Et donc, les chimistes ont inventé le CFC, qui permet de refroidir, sans avoir, si on peut avoir une fuite de CFC, ça n'aura pas d'impact sur l'humanité, enfin sur les personnes qui sont dans la maison ou l'appartement. Par contre, on s'est rendu compte un petit peu, pas tout de suite, hein, mais que ces fuites de CFC, ces gaz ou ces particules chimiques montaient dans l'atmosphère au niveau de la stratosphère, hein, là où tout est stratifié, c'est pour ça qu'on appelle ça la stratosphère, donc très très haut. Et il y avait une opération chimique qui se faisait à ce moment-là, quand on atteignait ce qu'on appelle la couche d'ozone. Alors ça n'a rien à voir avec l'ozone dont j'ai parlé avant au niveau des particules fines, hein. Là, c'est l'ozone qui est au niveau de la stratosphère. Et vous verrez, hein, la planète est bien faite, on le verra dans tout ce qui est réchauffement climatique, hein. On a des couches, on va parler de couches de gaz à effet de serre. Là, c'est la couche d'ozone qui est beaucoup plus haut et qui a pour, entre autres, en tout cas, elle a pour caractéristique de filtrer les ultraviolets. Hein, et c'est grâce à cette couche d'ozone que on ne meurt pas tous d'un cancer de la peau. Hein. Si par contre on a un trou dans la couche d'ozone, il n'y a plus de filtration des ultraviolets. Il se trouvait ce trou dans la couche d'ozone, se situait très proche de l'Antarctique, pour des raisons un peu compliquées, mais comme il grossissait, ce trou commençait à absorber, si je puis dire, une partie de la Nouvelle-Zélande, ou même la totalité de la Nouvelle-Zélande, une partie de l'Australie. Et mes parents, à l'époque, ont été en Nouvelle-Zélande en vacances. Leur fils, mon frère, habitait là-bas. Tout le monde avait un chapeau. On ne pouvait pas sortir dehors sans chapeau, tellement c'était dangereux du fait de ce trou dans la couche d'ozone. Et donc, il y a eu un sursaut des industriels, des gouvernements, des États, c'était pourtant à l'époque de Reagan et de Thatcher, donc pas franchement des gens qui œuvraient pour l'environnement, mais bon, ils se sont rendus compte que l'humanité risquait d'être fortement endommagée par ce trou dans la couche d'ozone, et il y a eu les accords de Montréal, où il a été interdit de façon mondiale. Hein. On va voir au fur et à mesure des cours que la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un problème mondial, mais qu'on n'a pas forcément des organes de décision mondiaux qui fonctionnent bien. Mais bon, à l'époque, ça a bien fonctionné. C'était dans les années 80, et donc ils ont interdit la production des CFC. Alors ça s'est fait un peu de façon compliquée. Hein. L'inventeur des CFC et qui produisait de façon massive des CFC, c'est une entreprise américaine qui s'appelle Dupont de Nemours. Et pendant très longtemps, il a fait du lobbying pour démontrer que c'était pas les CFC qui faisaient le trou dans la couche d'ozone.
parce que lui, ça mettait en cause son business. Et puis, il a inventé un autre composé, les CHC, une autre composition chimique qui fonctionnait aussi bien pour les frigos, puis ensuite ça s'est beaucoup utilisé pour les aérosols. Hein. Et donc, à partir du moment où il a mis sur le marché un nouveau produit qui n'impactait pas la couche d'ozone, il est revenu sur ce qu'il a dit. Oui, alors finalement, vous avez raison, mais achetez mes CHC sur lequel j'ai déposé par ailleurs un brevet, etc. etc. Enfin bon, bref, il s'est trouvé que tous les industriels et tous les pays se sont mis à interdire les CFC. Et aujourd'hui, le trou dans la couche d'ozone est en train de se refermer. D'ici 2070, ce n'est pas demain, il n'y aura plus de trou dans la couche d'ozone. Là, aujourd'hui, on n'entend plus du tout parler, parce qu'en fait, elle s'est suffisamment refermée pour ne toucher que l'extrême sud de l'hémisphère sud, et donc on n'est plus du tout, il n'y a plus de terre habitée en dessous de la couche d'ozone. Voilà, juste pour dire que on peut rencontrer ces problèmes de limites planétaires, et l'expérience a montré qu'on a su trouver des solutions par rapport à ça. Donc, on peut se dire que l'humanité, dans sa grande sagesse, arrivera à surmonter les autres, et on en parlera pas mal au niveau du réchauffement climatique. Et je tenterai, parce que des fois on perd un peu espoir, je tenterai de vous démontrer qu'en tout cas, à l'échelle d'une entreprise comme NTN Europe, et c'est le cas vous verrez quand vous ferez vos actions de benchmark d'autres entreprises, les entreprises sont en train de faire la même chose et de, quelque part, supprimer leurs émissions de carbone. On n'est plus sur les émissions de CFC, mais là, c'est les émissions de carbone, c'est plus compliqué. Et les entreprises ont un plan pour atteindre la neutralité carbone. Et la neutralité carbone, c'est quasiment ne plus émettre de carbone. Alors, par rapport à ce risque d'emballement et de rétroactivité positive, hein, si je prends un exemple sur le réchauffement climatique, on peut avoir des phénomènes qui vont s'équilibrer, c'est-à-dire qu'on va se dégrader sur quelque chose, mais globalement, il y a autre chose qui va compenser, et que c'est comme un équilibre un petit peu stable. Voilà, on va un peu vers le risque, et puis on a quelque chose qui va ramener vers l'équilibre. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une rétroactivité négative. À l'inverse, on va à l'inverse, il y a un contre-effort qui va à l'inverse de la perturbation. Donc là, c'est tout, ça fonctionne bien. Une rétroactivité positive, c'est-à-dire qu'en fait, on s'écarte de la position d'équilibre et quelque part, il y a quelque chose qui va nous écarter encore plus. Et là, on va aller dans ce qu'on appelle un phénomène d'emballement. Par exemple, on habite dans les Alpes, on a des glaciers. Vous savez que le réchauffement climatique conduit à une diminution de ces glaciers. Hein. Alors, les glaciers, c'est blanc, hein, et ça reflète la chaleur. Et donc, plus un glacier va diminuer, plus il va remplacer cette surface blanche par de la surface très sombre, hein, les moraines, la pierre, etc. Et il va y avoir un changement en termes de captation de la chaleur, et ça va aller dans le sens où ça va encore plus se réchauffer. Ça, c'est un phénomène de rétroactivité positive qui amène un phénomène d'emballement. Plus les glaciers vont se réduire, plus il va faire chaud et plus ils vont se réduire, etc. etc. Donc la grande inquiétude des scientifiques, et qui devrait être partagée par tout le monde aujourd'hui, c'est que toutes ces limites planétaires, là, qui sont des systèmes interconnectés, aujourd'hui, il se passe plutôt un phénomène de rétroactivité négative, c'est-à-dire que quand il y a une limite qui va dans un sens, il y a autre chose qui la ramène un petit peu à son équilibre. Et le risque, c'est de basculer, de passer un point de bascule, hein, quelque part, et aller vers un phénomène d'emballement. Et là, si on rentre dans un phénomène d'emballement, quelque part, nous, humanité, on ne maîtrise plus rien, quoi. Donc, on va tout faire pour ne pas rentrer là-dedans. Et je vais vous donner quelques exemples. Hein. Les entreprises ont un rôle à jouer dans tout ça. Et je vais vous donner des exemples concrets de ce que font les entreprises pour éviter de rentrer dans ce phénomène d'emballement. Alors, ces limites de la croissance, hein, ces limites planétaires, on pourrait dire, bon, c'est récent, ça fait quelques années qu'on s'en est rendu compte et qu'on travaille le sujet. En fait, non, ça ne fait pas quelques années. Hein. Il y a un livre qui est paru en 1972, pour être précis. Hein, ça s'appelle « Les limites de la croissance », hein, « The Limit of Growth ».
The Limits to Growth, pardon, qui ont été écrits par le couple Meadows. En fait, on était peu de temps après ce point où on est passé on est rentré en déficit. La courbe que j'ai présentée précédemment, qui était autour de 70-71, en déficit écologique. Hein. Et donc, assez peu de temps après, on était dans une période où les États-Unis, quelque part, étaient quasiment le seul pays qui gouvernait le monde. Hein. La chute de l'Union soviétique est arrivée peu de temps après. On avait une volonté à cette époque-là, hein, c'est un peu plus le cas maintenant, malheureusement, de rentrer dans ces sujets-là et de trouver des solutions. Hein. C'était Jimmy Carter qui était le président des États-Unis, et Jimmy Carter était convaincu de la nécessité de rentrer dans les énergies renouvelables. Il avait fait poser des panneaux photovoltaïques sur la Maison-Blanche, etc. Et donc, on était vraiment dans cette approche-là. Et donc, il y a eu un missionnement de scientifiques, entre autres le couple Meadows, qui a fait qui est rentré dans la problématique de ces limites planétaires. On ne les appelait pas encore comme ça, mais bon, les limites de la croissance. Et donc, ils ont théorisé deux solutions, quelque part, enfin deux projections. Un dépassement des limites avec quelque part une oscillation, c'est-à-dire que quand on dépasse une limite, bah, quelque part, à un moment donné, ça peut pas, le déficit écologique, il ne peut pas durer pendant de façon indéfinie. Il y aura forcément une baisse de la croissance. Et donc, soit elle se fait en faisant des oscillations, là, pardon, je vais y arriver, hop. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, soit on a cette croissance ici, et puis ensuite, on a la capacité de la planète à absorber. Hein. Donc, plus on va avoir une augmentation de cette croissance, à partir du moment où on dépasse la courbe, il se passe deux choses. Déjà, un, on l'a dépassé, et deux, ça vient impacter la capacité de la planète à absorber. Hein. Sur l'aspect réchauffement climatique, les forêts ont une capacité pour réduire les émissions de CO2. Hein, elles captent les émissions de CO2, sauf que le réchauffement va impacter l'état de nos forêts, et elles vont moins absorber de CO2. Hein, donc là, c'est pareil au niveau de l'ensemble des paramètres. Et donc, une fois qu'on a dépassé la capacité de la planète à absorber notamment tous nos rejets, on va avoir une baisse de cette capacité de façon un petit peu contrainte, une baisse, ou volontaire, une baisse de l'activité pour venir se retrouver sur un point un peu en dessous. Et puis, si on n'est pas volontariste et qu'on attend d'être dans le mur pour pouvoir agir, on a ce qu'on appelle un phénomène d'effondrement, hein, chose qu'on va essayer d'éviter. On ne va pas rentrer dans des séances de collapsologie, hein, mais voilà, dès les années 70, on entend beaucoup hein, effondrement de la biodiversité, etc. Déjà dans les années 70, hein, il y avait des scientifiques qui avaient théorisé tout ça. Hein, et depuis, on n'a pas fait grand-chose. Et il va falloir qu'on fasse des choses. Alors, il s'est passé des choses autour des années 2000, entre 2010 et 2020. Hein, il y a vraiment une prise de conscience, et notamment au niveau des entreprises. C'est là où on a mis en place la RSE. Pour que les entreprises, hein, quelque part, il y a trois acteurs qui ont un rôle à jouer dans tout ça. Il y a la population, tout à chacun, il y a les gouvernements et il y a les entreprises. Hein. Bon, je vais pas mal illustrer ce que font les entreprises par rapport à ça. Et donc, entre 2010 et 2020, il y a eu beaucoup de choses qui ont été lancées, notamment la démarche RSE. Alors, je finis juste ma phrase. Depuis 2020, malheureusement, la pression est un peu retombée parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu la guerre en Ukraine, et là, on a un petit peu des autres priorités. Mais bon, la planète, de toute façon, elle va nous rattraper à un moment donné. Si on ne s'occupe pas d'elle, il va falloir s'en occuper plus tardivement avec un échéancier plus court. Pardon, vous avez une question? La RSE, du coup, c'est quelque chose qui est au milieu, globalement dans le monde entier, ou c'est juste quelque chose on voit beaucoup en France, en Europe, il y a beaucoup de normes qui sont mises. On va le voir. Il y a une réglementation européenne,
mais c'est diffusé ou dans des réglementations différentes. Et je vais donner l'exemple des États-Unis et puis de la Chine dans les cours qui vont venir. Alors, on vient donc, quand je dis que les entreprises, elles font partie du problème. Faut avoir les yeux ouverts. On fait partie du problème. Là, je donne deux exemples. Enfin, je donne un exemple de l'industrie minière. On sera amené à en parler dans le cours sur l'économie circulaire. L'industrie minière est une industrie qui est particulièrement impactante, négativement, au niveau environnemental et social. Au niveau environnemental, voilà, l'extraction minière pollue énormément. Et autant, je prends cet exemple-là, parce que autant une entreprise dans l'industrie comme SNR ou dans la mécanique, on a une amélioration de nos process pour être de moins en moins impactant. Okay, malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les entreprises. Alors, ce n'est pas qu'eux, ils font rien, ils font beaucoup, mais là, quelque part, on va extraire du minerai avec des teneurs de plus en plus faibles. On a commencé par faire les mines là où c'était le plus facile, et plus ça va, plus c'est difficile d'aller extraire, par exemple, du minerai de fer pour faire de l'acier. Et donc, comme c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus énergivore, c'est de plus en plus impactant au niveau environnemental. Et donc, quelque part, le monde de l'entreprise fait partie du problème. Alors, l'industrie minière, en plus, il y a le volet environnemental et aussi le volet social. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les mines, mais malheureusement, il y a beaucoup de mines dans le monde qui font travailler les enfants. Enfin, il y a des choses absolument horribles qui se passent dans l'industrie minière qu'on n'a pas dans des entreprises, par exemple, de la mécanique en Europe. Mais voilà, faut quand même se dire que le monde de l'entreprise a sa part de responsabilité. Alors, il fait partie du problème, mais il peut faire aussi partie de la solution. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Quand je dis qu'il y a eu un point de bascule après 2010 pour les entreprises, avant cette date-là, alors plutôt là, je reviens un peu dans les années 80, même avant, d'été, alors je l'expliquerai un peu mieux dans le cours que je fais sur le capitalisme, enfin, l'histoire du capitalisme. Là, on était dans la période néolibérale où il y avait des personnes comme Milton Friedman, des économistes, qui disaient que les entreprises, fallait qu'elles respectent la réglementation, mais c'est tout. Et après, leur seul objectif, c'était de faire de la rentabilité, de faire du cash. L'acceptation par les dirigeants d'entreprise d'une responsabilité sociale autre que celle de faire le plus d'argent possible pour leurs actionnaires, c'est une doctrine fondamentalement subversive. Donc là, on était dans le monde où l'entreprise faisait partie du problème, mais ne faisait pas partie de la solution. On est dans ce qu'on appelle le capitalisme dérégulé. Et donc, ces entreprises-là, à l'époque, elles faisaient surtout du cash. Elles respectaient la réglementation parce que ça leur coûtait de l'argent, parce que si elles avaient des procès. Puis ensuite, derrière, pour faire un peu bonne figure, elles faisaient ce qu'on appelle de la philanthropie, du mécénat, qui est, il ne faut pas confondre la RSE dont je vais parler après avec ces actions de philanthropie. Et puis donc l'entreprise ou le monde de l'entreprise fait aussi partie depuis peu de la solution. Donc pour parler européen et français, il y a une loi qui est parue en 2019 qui s'appelle la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et donc dans un de ses articles, elle précise que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors qu'une entreprise, elle est là pour assurer son activité économique, mais elle a un rôle à jouer sur ce qu'on appelle les enjeux sociaux et environnementaux. Alors pour l'illustrer, il y a une économiste qui s'appelle Kate Raworth qui a écrit ce qu'on appelle la théorie du donut. La théorie du donut, c'est, vous voyez, cette friandise américaine là, où il y a un diamètre extérieur et puis un trou à l'intérieur. Et donc, dans sa théorie, à l'échelle de l'humanité, et puis sur la droite, bon nombre d'entreprises l'ont repris à l'échelle d'une entreprise,
il faut que le monde permette à chacun d'entre nous de vivre au-dessus d'un plafond, un plancher social et en dessous d'un plafond environnemental. Et c'est ce qu'on appelle l'espace juste et sûr pour l'humanité. Si on excède ce plafond, on est dans ce qu'on appelle les limites planétaires. Vous retrouvez les 9 limites planétaires dont on a parlé avant. Hein. Donc, l'humanité, et puis pareil pour l'entreprise, doit faire en sorte que ses activités n'amènent pas à dépasser ce plafond écologique. Et puis, elles doivent aussi apporter de quoi être au-dessus d'un plancher social. Alors, si à l'échelle d'une entreprise, par exemple, une entreprise, elle va fournir un travail, hein, des revenus, une représentation politique avec les syndicats, une équité sociale, l'égalité entre les sexes, etc., de la santé, de la formation, etc., etc. Donc, pour l'humanité, il faut que la société se situe entre ces deux limites, hein, le plafond social, le plancher social et le plafond écologique. Et à l'échelle d'une entreprise, on se retrouve avec une entreprise qu'on théorise avec son modèle d'affaires et sa gouvernance. Et ce modèle d'affaires et sa gouvernance, son activité économique, hein, doit permettre que l'ensemble de ces parties prenantes, dont je vais parler après, entre autres les salariés, accèdent à un certain nombre d'éléments qui leur permettent d'être au-dessus de ce plancher social et d'avoir des activités qui soient en dessous de ce plafond écologique. Alors, j'ai parlé de parties prenantes. Hein. Moi, j'aime bien le terme anglais, parce que partie prenante, ce n'est pas évident de voir de quoi on parle en français. En anglais, on appelle ça stakeholder. Hein, et la traduction française de stakeholder, c'est porteur d'enjeu. Stakeholder, c'est porteur d'enjeu. Donc, on a vu que l'entreprise a un rôle à jouer par rapport aux enjeux sociaux et environnementaux. Hein. Les enjeux environnementaux, c'est de ne pas dépasser les limites planétaires. Les enjeux sociaux, c'est de fournir un certain nombre de dispositifs, si je puis dire, qui permettent à chacun d'être au-dessus de ce plancher social. Et donc, ces porteurs d'enjeux, c'est les acteurs qui sont entre ces enjeux sociaux et environnementaux et l'entreprise, à la fois dans le sens de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur de l'entreprise et aussi de l'entreprise vers l'extérieur de l'entreprise. Et donc, ces porteurs d'enjeux, c'est qui? C'est les salariés, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est l'actionnaire, les banques, les collectivités locales, les autorités, etc. etc. Et donc, une entreprise qui crée une démarche RSE, et on l'a représenté, là je prends l'exemple de NTN Europe, une entreprise qui inscrit sa démarche RSE, elle peut l'inscrire de la façon suivante. L'entreprise, elle n'est pas en apesanteur, hein, elle travaille dans un contexte, et ce contexte, c'est ce qu'on appelle les enjeux sociétaux. Okay. Et donc, pendant longtemps, les entreprises ont identifié des enjeux sociétaux en se basant sur les objectifs de développement durable de l'ONU, et avec la réglementation dont on va parler vendredi, qui s'appelle la CSRD, on a une liste, hein, qui est définie par la Commission européenne d'enjeux que l'entreprise doit choisir en disant c'est ces enjeux-là sur lesquels je dois travailler. Alors, cette entreprise ne le fait pas tout seul dans son coin, elle fait ce qu'on appelle un dialogue avec les parties intéressées, ce qu'on fera vendredi, qui permet de questionner l'ensemble des parties prenantes pour pouvoir sélectionner quels sont les enjeux de durabilité sociaux et environnementaux que l'entreprise doit travailler. L'entreprise a des ressources limitées, elle ne peut pas travailler sur tout. Si elle travaille sur tout, elle va perdre son temps, hein, elle va se disperser, et donc elle va chercher à faire concentrer ses ressources sur des enjeux particuliers. Et donc, ces enjeux, nous, NTN Europe, on les a
identifiées en faisant un dialogue avec les parties prenantes. Ces parties prenantes, c'est les salariés, les fournisseurs, les clients, notre maison mère, NTN Corporation au Japon, les pouvoirs publics, les populations locales. Enfin, ça, c'est ceux qui sont les plus importants, puis on en a d'autres. Et donc, en questionnant l'ensemble de ces parties prenantes, on a défini 3 enjeux environnementaux, le changement climatique, la performance hydrique, l'économie circulaire. On a identifié 3 enjeux sociaux qui est l'égalité des chances, la qualité de vie au travail, la qualité et la sécurité de nos produits vis-à-vis de nos clients, et 2 enjeux de gouvernance qui sont l'éthique des affaires et la cybersécurité. Et donc, les parties prenantes vont porter ces 8 enjeux de l'extérieur de l'entreprise vers l'intérieur de l'entreprise, mais également de l'intérieur de l'entreprise vers l'extérieur de l'entreprise, ce qu'on appelle la double matérialité dont je parlerai vendredi. Ensuite, derrière, l'entreprise, elle a sa raison sociale. On est NTN Europe. On a mis au cœur de notre raison sociale nos objectifs de neutralité carbone, dont on parlera dans un autre cours. On retrouve la gouvernance légale et opérationnelle. On retrouve nos plans stratégiques. Une entreprise a des plans stratégiques en général tous les 3 ans. Et puis, on a ce qu'on appelle la raison d'être. Et là, on va parler, lors d'un cours spécifique sur la raison d'être, on a développé une raison d'être basée sur notre appartenance à un groupe japonais. Et il y a un terme japonais qui s'appelle Nameraka. Et ce terme Nameraka, il s'emploie à la fois sur l'aspect mécanique et on est sur la performance énergétique de nos produits. J'expliquerai pourquoi. Et là, on va être sur la façon dont on combat le réchauffement climatique, mais on est aussi sur ce terme Nameraka, il s'emploie dans la société. Au Japon, on est la société du respect, de l'harmonie. Et donc, on cherche aussi à rendre le monde à la fois performant énergétiquement et donc réduire les émissions carbone et combattre le réchauffement climatique, mais aussi apporter de l'harmonie, du respect, de l'équité sur le domaine social. Donc, c'est une raison d'être complètement RSE qui adresse à la fois un volet environnemental et un volet social. Voilà, donc en résumé, et puis je m'arrêterai là, puis là on rentrera dans une séance de questions-réponses. La responsabilité sociétale de l'entreprise, donc derrière le terme sociétal, il y a l'aspect social et environnemental. Une entreprise n'est pas en apesanteur, elle est au milieu d'un environnement dans lequel il y a des enjeux qu'on appelle maintenant des enjeux de durabilité, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux. Elle s'appuie sur ses parties prenantes, ses porteurs d'enjeux, pour pouvoir adresser l'ensemble de ces enjeux, en tout cas ceux que l'entreprise a choisis. Et en le faisant, l'objectif étant d'avoir une cohérence entre les objectifs de rentabilité de l'entreprise et ses objectifs qu'on appelle extra-financiers aussi, ces objectifs environnementaux et sociaux. Et vous verrez dans le cours de vendredi, avec cette approche de double matérialité, on s'assure vraiment d'avoir une cohérence entre les objectifs de rentabilité de l'entreprise et les objectifs sociaux et environnementaux.